l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Laurent Prévost. Bonjour Madame Mest. Les inscriptions dans les bureaux délocalisés, on l'a dit, reprennent ce matin. Comment ça va se dérouler ? Eh bien, les inscriptions reprennent dès 8 h ce matin dans les locaux du Haut-Commissariat et dans les locaux des subdivisions, donc à Lifou, à Koné et à Point-d'Imier. Nous avons adapté les horaires d'ouverture pour permettre à ceux qui auraient une activité professionnelle de venir après leur travail. Donc nous sommes ouverts jusqu'à 18 h non-stop, si je puis dire, de lundi à vendredi. Et puis samedi, les bureaux ferment à 16 h. C'est ce que prévoit le texte qui est paru au journal officiel le week-end dernier. Il a fallu un avis du Congrès, il a fallu un avis du Conseil d'État, une décision du gouvernement national pour pouvoir permettre cette nouvelle semaine. Pourquoi ça a été si compliqué ? Bien, tout simplement parce que c'est le processus qui est prévu pour l'adaptation des textes qui sont relatifs au référendum sur l'accession à la pleine souveraineté. C'est la mécanique qui est prévue pour modifier tout ce qui est prévu dans les décrets qui organisent ce scrutin. Il faut à chaque fois une consultation du gouvernement et du Congrès et un avis du Conseil d'État. Donc c'est une mécanique un peu lourde, mais le gouvernement français a entendu la demande qui était faite par les élus, par les maires, par le président de la province, et s'est mobilisé au cœur du mois d'août, qui en métropole est un mois de vacances, pour permettre cette modification et permettre surtout aux électeurs des îles qui le souhaitent de faire valoir leur choix et leur droit d'option entre voter dans leur île ou voter sur Nouméa le 4 octobre prochain. Alors justement, le bureau délocalisé, ce n'est pas une nouvelle inscription sur la liste électorale, c'est vraiment choisir où on vote. Oui, c'est une option sur le lieu de vote. C'est pour permettre à ceux qui restent attachés et inscrits dans leur commune d'origine dans les 5 îles de voter sur l'agglomération de Nouméa si c'est là que se trouve leur lieu de résidence sur la Grande Terre. Et puis naturellement, ceux qui habitent ailleurs sur la Grande Terre et qui souhaitent voter sur Nouméa peuvent le faire aussi. Alors ça se passera que sur Nouméa, il n'y aura pas de bureau délocalisé à Koné et dans les autres communes ? Non, c'est un choix qui correspond aussi à la réalité tout simplement statistique des lieux de résidence. Et donc c'est ce choix qui avait été fait en 2018 qui a été reconduit pour le 4 octobre prochain. Et donc il y aura un lieu de vote, un site de bureau de vote qui sera situé à Rivière-Salée le 4 octobre prochain, avec davantage de bureaux de vote pour permettre une plus grande fluidité des opérations, puisqu'en 2018, on avait constaté un petit peu quelquefois d'embouteillage. Donc les choses vont être facilitées cette fois-ci et augmentées en nombre de bureaux de vote. Le collectif qui demandait une nouvelle ouverture de période d'inscription demandait 2 semaines. Finalement, c'est 1 semaine. Pourquoi ce n'était pas possible ? C'est 1 semaine parce qu'après, il y a la face visible et puis il y a la face non visible des opérations. La face visible, c'est le fait de venir dans nos bureaux pour faire valoir son droit d'option, si on le souhaite. Puis ensuite, il y a en fait plusieurs opérations. Il faut que les mairies valident le choix. Ce sont les mairies qui valident les inscriptions. En définitive, nous ne faisons que recevoir le public et prendre en compte les demandes. Il faut ensuite fiabiliser les listes. Il faut imprimer les listes d'émargement. Vous savez, quand on est dans un bureau de vote, on est sur une liste, on la signe quand on procède au vote. Donc tout ça prend plusieurs semaines. Et notre priorité, évidemment, c'est que ces listes soient fiables, que tout cela soit prêt dans les délais. Donc aller plus loin, prendre un délai supplémentaire, finissait par compromettre cette fiabilité des listes et le fait de mettre à disposition des mairies des documents qui soient stabilisés. Donc il vaut mieux se concentrer sur cette semaine. Il vaut mieux pour ceux qui sont concernés profiter des jours qui commencent ce matin et qui vont jusqu'à samedi et faire valoir son choix dans les 6 jours qui viennent. Une dernière question pratique. Parmi ceux qui se sont déplacés durant la première période, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs, qui ne savaient pas et où du coup ça peut faire perdre du temps à vos agents. Est-ce que ces vérifications, on peut les faire sans avoir à se déplacer ? Alors d'abord, nos agents sont toujours heureux de recevoir du public qui vient demander des précisions. Notre objectif, c'est que le maximum de personnes qui peuvent participer au scrutin le fassent et donc soient rassurés ou confirmés dans le lieu de vote et dans leur droit de s'exprimer. Donc oui, bien sûr, on peut toujours continuer à vérifier son inscription sur l'application élection.nc.
où il y a un module pour aller vérifier son lieu d'inscription. À 7h07, vous êtes bien sur La Première. Je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Laurent Prévost, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Laurent Prévost, une dernière question sur ces bureaux délocalisés en lien avec l'inscription des jeunes majeurs. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale peuvent-ils s'inscrire dans les bureaux délocalisés ? Alors, on va avoir une campagne effectivement d'inscription de ceux qui vont devenir majeurs entre le 6 septembre et le 4 octobre, avec 2 cas de figure. Ceux qui sont susceptibles d'être inscrits d'office, là c'est la commission de contrôle qui va le faire. Et puis ceux qui doivent faire une démarche volontaire, là il faudra passer par le tribunal de première instance, mais on va écrire aux différentes catégories pour leur préciser les choses et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et oui, il sera possible pour ceux qui deviendront électeurs après leur majorité, après le 6 septembre, de faire valoir aussi leur droit d'option. Tout ça va leur être précisé par écrit. Justement, cette inscription sur la liste électorale, il y a eu des dissensions après le comité des signataires sur les conditions d'inscription d'office. Est-ce que ça s'est traduit dans les faits, dans des tensions au niveau des inscriptions ? Est-ce que vos services ont eu à pâtir de ça ? Si on prend un indicateur, parce qu'il en faut bien un, qui est le nombre de recours, on reste sur des chiffres qui sont extrêmement limités, hein. Moins d'une trentaine de recours à l'arrivée, ce qui est évidemment très peu sur une liste de 180 000 personnes. 96% des personnes sont inscrites d'office et tous ceux qui relevaient d'une procédure d'inscription volontaire et qui ont fait la démarche et qui naturellement remplissaient les conditions, en particulier d'être natifs, d'avoir vécu 3 ans en Nouvelle-Calédonie ces dernières années, de pouvoir le démontrer. Ceux qui ont fait la démarche ont été inscrits par les commissions administratives dont c'était la tâche, au vu évidemment des éléments de dossier. Donc je crois qu'on a vraiment cherché à aller au plus large sur les différentes composantes de la liste électorale. Quel est le travail qui reste à faire aujourd'hui au niveau de la composition de la liste électorale ? À intégrer donc les personnes qui vont devenir majeures entre le 6 septembre et le 4 octobre, puisqu'on avait déjà intégré les autres. Et puis, comme pour chaque scrutin, il va y avoir jusqu'au dernier jour des possibilités de rectification, mais qui vont relever davantage d'une logique de saisie du juge. Justement, en 2018, il y a certaines personnes qui étaient venues dans les bureaux de vote et qui avaient constaté qu'elles n'étaient pas inscrites. Il y avait eu tout un travail où elles devaient aller au tribunal, donner des documents. Est-ce que ça sera encore possible ? Est-ce que le dernier jour, on pourra s'inscrire ? Oui. C'est la logique du travail de la commission de contrôle qui est mise en place comme pour chaque scrutin, mais cette commission-là est particulière. Elle a des compétences particulières qui lui sont données par les textes. Et donc, le jour du scrutin, pour ceux qui pensent devoir faire cette démarche, elle pourra effectivement prendre en compte les demandes, faire les vérifications. On va doter les délégués de la commission de contrôle d'outils numériques nouveaux par rapport à 2018. Pour permettre aussi que les réponses soient plus rapides, plus fluides, puisque là aussi, on a appris du premier scrutin. On sait qu'il y a eu à un moment beaucoup de demandes concentrées sur la matinée, donc quelquefois des difficultés à répondre rapidement. Donc on outille, on donne des outils nouveaux aux personnes qui seront dans les différents lieux de vote et on s'organise aussi pour mettre davantage de monde derrière les téléphones à Nouméa le 4 octobre. Les commissions de contrôle, au-delà de cette mission par rapport aux inscriptions, quels vont être leurs rôles ? Assez classiquement, aller vérifier que le scrutin se déroule bien le 4 octobre. Bien sûr, avant le scrutin, vérifier que la campagne se déroule conformément à la loi, que le jour du scrutin, donc procéder à des rectifications et puis confirmer et proclamer le résultat, sans doute le 5 octobre dans la journée, dans la matinée. Mais naturellement, il y a cette particularité d'avoir ces délégués dans chaque lieu de vote. Nous, on anticipe 250 délégués qui vont être projetés partout où il y aura des lieux de vote et qui vont pouvoir être en contact permanent entre le président du bureau de vote, qui reste le responsable du bon fonctionnement de son bureau, et puis le président de la commission de contrôle et l'équipe d'appui qui sera mise en place à Nouméa pour que le jour J, les choses se passent sans aucune anicroche. Parmi les sujets d'actualité, il y a le document sur les implications du référendum, un document qui a été commenté, si on peut dire ça comme ça. Quel a été réellement le travail de vos services dans la mise à jour de ce document ?
Ce document qui est en cours d'impression et d'envoi par la poste à l'ensemble des personnes inscrites sur la liste électorale, il a été largement publié, donc déjà commenté. Il part du constat que ce qui avait été fait en 2018 était peu connu, avait été peu diffusé, peu lu, et donc qu'autour de ce document de 2018 qui avait fait l'objet d'échanges avec les groupes politiques à l'époque, qui avait fait l'objet, pas fait l'objet de contestation, qui avait fait l'objet d'un accord sur son contenu, il fallait l'actualiser, ce que nous avons fait. Il fallait en assurer la diffusion, donc ce qui est en train d'être fait. Et donc le travail qui a été le nôtre a été finalement de mettre à jour ce document. Il y avait des choses qui étaient datées, il y a eu besoin d'apporter un certain nombre de compléments. Et puis nous sommes surtout dans une phase importante là d'envoi à l'ensemble des électeurs pour que chacun en prenne connaissance. Il y a 2 pages, c'est un recto verso. Donc c'est quelque chose qui se lit facilement avec beaucoup d'informations si on veut bien prendre le temps de le lire. Et puis il est accompagné d'un courrier d'envoi très, très court. Signé par votre serviteur, simplement pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'ils ont en main et que c'est bien un document qui émane de l'État. Vous avez dit qu'il avait été précisé dans quel domaine, quelles sont les précisions qui ont été apportées ? D'abord des précisions de date, des précisions aussi liées au fait on a rajouté un élément parce qu'il y a eu des débats sur ce point-là pour rappeler que conformément à l'accord de Nouméa, le résultat engageait toute la Nouvelle-Calédonie. On a apporté quelques précisions aussi sur des compétences qui aujourd'hui restaient exercées par l'État et qui auraient vocation à être transférées si le oui l'emportait et qui auraient vocation à être conservées par l'État si le non l'emporte. Pour autant, vous disiez que le document n'a pas été contesté en 2018. Il a été admis dans le comité des signataires de l'an dernier en octobre que ce document n'était pas assez précis, qu'il était même plutôt flou et que donc du coup il devait être amendé. L'UNI parle d'un travail qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Alors, d'abord, pour avoir participé au comité des signataires, je dois rappeler qu'une des critiques principales qui a été faite, c'est le fait que ce document est arrivé très tard dans le débat de 2018, n'a pas fait l'objet de diffusion générale puisqu'il a été mis en ligne. Mais enfin, tout le monde ne va pas spontanément voir les sites Internet des uns et des autres. Et puis ensuite, il y a eu effectivement des demandes de compléments émanant d'ailleurs d'une partie du comité, mais pas de tous. Et donc, après, on se retrouve dans une période où on a évidemment tous pris du temps avec la période que nous avons connue liée au Covid, à la fois ici et puis au niveau hexagonal. On se retrouve à un moment donné avec une nécessité de diffuser un document qui précise les conséquences du oui et du non, à un moment du débat où il est plus temps de mettre sur la table des choses complètement nouvelles et qui ne pourraient pas donner lieu à un débat entre les groupes politiques avec l'État suffisamment construit. Donc le gouvernement central au niveau parisien a préféré partir de quelque chose qui existait, a préféré utiliser cet outil de 2018 qui n'avait pas été contesté, le mettre à jour et le diffuser. Ça répond vraiment à une demande forte qui avait été exprimée au comité des signataires, puisque vous vous rappelez cette échéance, qui était vraiment qu'il y ait une diffusion la plus large possible. C'était ça la priorité, de telle sorte que les électeurs aient bien conscience des implications du choix qu'ils vont faire. J'ajoute qu'un des critères quand même essentiels pour nous, c'est d'avoir un document qui soit neutre et qui dise le droit. Et le document de 2018, réactualisé, précisé, il a cette très grande qualité de dire le droit, ça a d'ailleurs été souligné par beaucoup de commentateurs, et de le dire de la manière la plus neutre et la plus impartiale qui soit. C'est pas l'avis des indépendantistes. Ce qui est la plus neutre et la plus impartiale qui soit. Après, que l'on souhaite faire dire au document ou que l'on ait souhaité y voir d'autres choses, ça appartient aux différents groupes politiques, mais ce document, il cherche à dire les choses de la façon la plus neutre et la plus impartiale possible, ce qui est le positionnement de l'État dans ce scrutin depuis le début
et ce qu'il va continuer à faire jusque, évidemment, au 4 octobre prochain. De l'avis de tous les observateurs, y compris les groupes politiques, Calédonie Ensemble l'a mis en avant, d'autres l'ont dit aussi, il y a moins de dialogue pour ce second référendum. On a l'impression qu'il y a plus de tensions. Les indépendantistes parlent d'un retour de l'État partial. Quelles conséquences ces prises de position ont sur l'organisation du référendum ? Moi, je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Moi, je suis là pour mettre en œuvre... Mais ça dit quelque chose sur l'ambiance. Oui, mais l'ambiance. On est à 6 semaines d'un vote, évidemment, très important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On est dans un contexte de préparation de ce scrutin qui a forcément été perturbé par le Covid, par les délais qui ont été décalés, par aussi la prise en compte des résultats de la première consultation dans l'ambiance générale. Enfin, je fais là que dénoncer des choses quand même assez connues. La priorité de l'État, c'est d'assurer l'organisation incontestable de ce référendum le 4 octobre prochain, de faire arriver dans les délais les personnes qui vont nous appuyer, soit nous directement, soit la commission de contrôle dans ces missions, d'assurer l'arrivée des observateurs internationaux qui vont venir